Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Have You Met Robert, le podcast qui met en lumière des récits authentiques de femmes sur leur rencontre avec Robert. Robert est partout, dans nos maisons, nos rues, nos lieux de travail, nos médias, nos films, nos écoles, nos politiques. Il sévit depuis si longtemps que son comportement est parfois parfaitement intégré, minimisé et excusé. Il lui arrive aussi d'être violent, très violent. Robert représente les violences faites aux femmes en général. J'avais envie de lever le voile sur son comportement, parfois inconscient et parfois totalement indécent. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura et je lance ce podcast de façon indépendante pour libérer la parole des femmes, pour provoquer une prise de conscience et surtout pour tenter à ma petite échelle de rendre ce monde plus sûr pour les femmes. Et franchement, il y a du taf. Alors merci beaucoup pour votre écoute, ça me fait vraiment super plaisir. D'ailleurs, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire positif sur les plateformes d'écoute. Moi, ça m'aiderait énormément et ça pourrait aider aussi d'autres femmes qui ont envie ou besoin d'écouter ces précieux témoignages. Aujourd'hui, je discute avec Céline. Avec Céline, on a parlé d'absence d'attributs dits féminins au collège qui lui ont valu un harcèlement douloureux, de ne pas vouloir d'enfant et d'une histoire difficile, d'un viol par capitulation. Elle nous parle aussi du milieu de la banque et de se battre pour toujours devoir prouver sa valeur au travail et de Furby. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est l'éloquence et la justesse des propos de Céline, qui mélange avec beaucoup de finesse et d'intelligence des histoires de violence dans son quotidien depuis l'adolescence. Et je la remercie vraiment pour sa sincérité. Allez, c'est parti pour l'épisode. Avertissement. Cet épisode comporte des passages décrivant des actes de violence qui pourraient perturber certaines personnes, en particulier les plus sensibles. Je préfère vous prévenir afin que vous puissiez prendre une décision éclairée quant à l'écoute de cet épisode. Salut Céline. Salut, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Si tu veux bien commencer par te présenter, que tout le monde puisse savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ton âge, etc. Oui, alors je m'appelle Céline, je suis originaire de Lyon, ville dans laquelle je vis aujourd'hui. J'ai 35 ans et je travaille en tant que commerciale dans le secteur bancaire depuis bientôt 15 ans. Le temps passe vite. Longue carrière. C'est ça. Donc ma première question du podcast, c'est est-ce que tu te rappelles à un moment donné, quand tu étais petite ou ado, le fait d'avoir réalisé que tu étais une fille? Alors cette question, pour moi, ça a été la réflexion peut-être la plus dure à porter, parce qu'il est vrai que je me suis vraiment jamais posé la question. J'ai pas eu d'événements majeurs qui m'ont fait dire effectivement là je me sens femme, je me sens petite fille. Pour autant, quand je fais appel à ma mémoire, je me rappelle pendant la période de Noël, où quand on recevait les catalogues de jeux à choisir en fonction, à commander au Papa Noël, parce que bien évidemment j'y croyais encore, et j'allais tout de suite vers du coup bien évidemment les pages roses, donc les pages qui étaient destinées aux filles, et je choisissais les cadeaux qui s'étaient offerts à moi. C'était pas du tout imposé par mes parents, c'était vraiment un choix que je faisais de moi-même, et donc cet environnement toujours un peu féminin qui était imposé par la société de consommation, donc par la société, mais c'est quelque chose vers laquelle je me suis tournée naturellement, et c'est, je pense, peut-être ce qui m'a fait me sentir fille, si je peux définir ça comme ça. Mais voilà, cette réponse, étant donné que j'ai pas d'éléments majeurs, c'est peut-être la meilleure que je peux t'apporter aujourd'hui. C'est ce qui te revient en premier. Du moins en mémoire, oui, tout à fait. Donc en fait, le catalogue, tes parents te le donnaient et toi, tu allais directement sur les pages roses pour les filles. Voilà, c'est ça. Tu trouvais les jouets qui étaient catalogués pour les filles, du coup. Tout à fait. Des Barbie, des poupées. Voilà, c'est ça. Ouais, je sais quoi. J'avais le choix entre Action Man ou Barbie. Effectivement, c'est toujours Barbie qui a eu mes faveurs, et j'y ai joué très très longtemps, mais c'est vrai que voilà, j'aimais bien les déguiser, les massacrer. C'était pas toujours très très sympathique, hein, mais ouais, j'ai jamais été très poupée, par contre. D'accord. Je sais que voilà, il y a beaucoup de petites filles qui aimaient ça. Ça n'a pas été mon cas. C'était surtout Barbie, et puis après j'ai eu un Furby. Mais bon, là je m'égare. C'est important. C'est important quand même, mon Furby. On mentionne le Furby. À défaut d'avoir un animal de compagnie, parce que mes cobayes étaient morts, j'avais mon Furby. Ok.
Bref, passons. Ouais, et dans l'adolescence, plus tard, tu te rappelles pas forcément un changement de, tu vois, de corps, de regard, qui t'a fait dire, en fait là, ouais, on n'est pas les mêmes en fait. Alors ta question est extrêmement judicieuse puisque en fait c'est justement une absence de changement qui m'a été soulignée puisque j'ai eu mes règles relativement tard par rapport à mes autres copines de collège et ce qui fait que j'ai eu une poitrine tard. Et quand j'étais au collège, c'est vrai que les garçons et même quelques filles qui étaient pas forcément très gentilles, mais me soulignaient le fait que que j'avais pas de poitrine et me donnaient des surnoms que je ne citerai pas là. Et c'est vrai que pour moi ça a été pas un traumatisme, mais ça a été vraiment une douleur que j'ai portée pendant des années parce que je ne comprenais pas pourquoi mon corps se développait pas alors que c'était le cas de tout le monde, donc je me sentais différente. Et alors après, je ne me rappelle plus de l'âge, mais je me rappelle de la classe. À l'été, entre la 3e et la seconde, donc juste avant de rentrer au lycée, ça a poussé d'un coup. Donc voilà, je dirais en 2-3 mois, j'ai eu quasiment ma poitrine définitive et après je me sentais fière parce que, pas fière d'en avoir une, mais fière parce que je me disais que j'allais pas être moquée parce que finalement j'avais pas de forme et que j'étais plate, comme ils aimaient dire, comme faire une planche de repassage, c'était ça, ouais, je crois, qui était souligné. Et voilà. Ouais, c'est intéressant parce que tu soulignes du coup le fait, l'absence de féminité. En fait, ça fait rendre compte que tu n'étais pas une fille comme les autres, en fait, en gros. Et du coup, absence de féminité, d'attribut féminin, je veux dire. Qu'on veut féminin. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. Ça a été quelque chose qui m'a suivi de. Alors après, en 6e, les petites. On n'est pas encore. Je sais pas. Après, il y a peut-être des filles qui ont leurs attributs tôt, mais globalement, je l'ai beaucoup ressenti, je dirais, en 4e et en 3e. En 4e, en 3e. Et vraiment, c'était quelque chose qui m'était reproché, pas reproché, mais souligné et moqué, pas quotidiennement, mais quasiment. Après, donc c'était, ça a été un vrai soulagement. Et je me rappelle même que c'était, je sais plus si c'est en 4e ou en 3e, mais un jour, c'était vraiment quelque chose qui était difficile pour moi. Et du coup, en fait, j'avais acheté des soutiens-gorge, des petites brassières que j'avais demandé à ma mère qui me disait « Mais t'es sûre que tu vas en acheter parce que t'en as pas besoin ?» Et je disais « Si. » Donc, elle m'en avait acheté. Et en fait, je mettais du coton à l'intérieur. Et en fait, c'était pas ridicule, mais c'était la façon pour moi de passer inaperçue et de me protéger. Mais c'était évident que c'était du coton, vu que j'en avais pas et qu'un jour j'en avais, le lendemain j'en avais pas. Et je disais non, mais c'est mes vrais seins, etc. Et non, c'était faux. Et j'ai fait ça plusieurs fois, je dirais plusieurs fois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, pour me protéger et d'arrêter d'avoir des moqueries. Mais j'en avais encore plus puisque les gens savaient que c'était du coton. Après on essaye de faire comme on peut et de se protéger de la façon qui à cet âge nous est permis, mais voilà. Mais comme quoi le rapport au corps, conscientiser ce rapport au corps, en tout cas à la poitrine, etc., ça arrive super jeune. Et ça, c'est vraiment le reflet de la société. Toi, toute seule sur une île, jamais tu aurais mis du coton. Je veux dire, voilà. Bien sûr. Jamais tu te entendu. serais rendu compte en fait qu'il y aurait une différence. C'est vraiment le regard des gens dans ta classe qui t'avaient dit. Et les moqueries. Et les moqueries, parce que après, c'est vraiment les moqueries perpétuelles qu'on peut entendre parce que tu fais pas partie des standards de beauté et voilà, bref, et ça commence extrêmement tôt sans même en fait s'en rendre compte, je pense, parce que on a 12-13 ans, c'est des choses qu'on fait inconsciemment, mais on doit reproduire des choses qu'on voit dans notre famille, de par nos parents, dans la publicité, dans des livres, peu importe, et c'est vraiment quelque chose qui est inconscient, qui est inné, et on fait se sentir à une petite fille qui est comme elle est, ses différences dès le plus jeune âge. Et qu'elle est pas assez bien. Un peu, toi, t'as ressenti ça, ça, en fait. Complètement. Ouais. Complètement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est quand même un peu violent, en fait, finalement, comme approche. C'est une vraie violence. Ouais. Moi, je l'ai vécu comme telle. Aujourd'hui, je dirais que ça fait partie des périodes de ma vie qui m'ont permis de m'assumer, d'avoir un certain caractère pour ne pas me laisser faire. Mais c'est une véritable violence, et qu'on n'est pas du tout armé à avoir quand on a cet âge-là, quoi. Avec une absence totale de recul. Et heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que je n'imagine même pas quel aurait été mon quotidien si cet harcèlement que j'avais à l'école aurait poursuivi dans ma vie perso par le biais des réseaux sociaux. Ouais. C'est important de le souligner. Aujourd'hui, beaucoup de petites filles, d'ados, le vivent
très très mal. Bien ça sûr, les poursuit c'est jusqu'à important chez elles qu'elle en parle à leurs parents, Ouais. chose que j'ai fait moi quand ça. Mes parents ont essayé d'agir à leur propre niveau et puis j'avais des amis qui étaient présentes, donc j'étais pas seule, mais effectivement il faut en parler. Enfin, c'est important et pour pas rester seule face à ça, parce que la vie est belle, elle est longue et il y a plein de choses qui se passent après, mais quand on a cet âge-là et qu'on subit autant de violence, c'est difficile. C'est difficile et voilà, ne pas rester seule, si je dois faire passer un message. Voilà. Toutes les jeunes filles qui nous écoutent. Qui écouteront, tout à fait. Mais du coup, ça m'amène à ma seconde question, qui est justement, est-ce que toi, est-ce que tu as eu des limitations en tant que femme, peut-être dans ta vie un petit peu plus tard, quand t'as passé l'adolescence, bon, ça peut être avant aussi, hein, mais des limitations parce que en fait, t'étais une femme en fait. Alors, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête, professionnels et plus personnels. Je vais commencer par l'exemple professionnel, puisque c'est vrai que en tant que femme, j'ai eu plusieurs fois au cours de ma carrière dû faire preuve davantage de dépassement et d'investissement pour arriver à la même évolution professionnelle et surtout au même niveau de salaire, où c'est quelque chose encore où les égalités restent à faire évoluer, et à compétences égales, à niveau de formation égal. Très clairement, quand on échangeait entre collègues, j'étais régulièrement celle qui était la moins bien payée. Depuis, j'ai eu l'occasion de changer plusieurs fois d'établissement bancaire, donc c'est quelque chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce que j'ai dû démissionner, rechercher un nouvel employeur, faire preuve, on va dire, d'une certaine agressivité sur le marché du travail, me remettre en question, aller toujours chercher plus loin pour montrer de quoi j'étais capable, pour au final arriver à quelque chose que les hommes ont naturellement. Donc c'est une forme d'injustice envers moi, mais ça ne m'a pas fait... comment dire, j'ai jamais rien lâché. Je veux dire, c'est comme ça, la société évolue, mais ça prend du temps. Mais pour autant, moi, à mon niveau, je lâcherai jamais, et si je dois aller le chercher, j'irai le chercher. Voilà, je veux essayer de faire changer les choses, du moins pour ma propre vie, et ne pas voir ça comme comme une issue qui sera inéluctable. Voilà. Tu penses que tu as dû faire 2 fois plus d'efforts qu'un homme ? Je dirais quand même pas 2 fois plus d'efforts, mais j'ai dû me mettre davantage en danger. J'ai déménagé plusieurs fois pour le travail. J'ai dû faire preuve d'investissement personnel, montrer de quoi j'étais capable à longueur de temps, pour dire que voilà, je suis Céline, j'ai des compétences, j'ai des qualités, voilà ce que je vaux et je vais vous le prouver. Et alors que de ce que je pouvais voir de mes collègues masculins, on allait limite les chercher pour dire ça te dirait pas de faire cette formation, est-ce que ça te conviendrait d'avoir cette opportunité-là ? Et non, moi c'était moi je veux faire cette formation, moi je veux cette opportunité, moi je veux avoir cette place parce que j'estime la mériter, et du moins faites-moi passer les mêmes entretiens que tout le monde et après vous prendrez le meilleur. T'avais l'impression que t'avais pas ta place dans ce milieu-là en fait C'est un milieu très masculin. Comment ça se passe en fait, le milieu de la banque ? Alors, le milieu de la banque, non, c'est un milieu plutôt majoritairement féminin jusqu'à une certaine strate. D'accord. C'est-à-dire que les présences en agence, par exemple, toi demain, tu vas dans une banque classique où il existe encore des agences, tu vas te présenter et je dirais peut-être bien 60% du personnel en agence sera féminin, donc du métier d'accueil au conseiller client pour les particuliers, pour les professionnels, bref. Dès que tu commences à grimper un petit peu, ça commence à directeur ou directrice, mais c'est surtout au-delà, ça devient majoritairement masculin. Donc le secteur, voilà, si on prend le secteur d'activité, il est majoritairement représenté par les femmes, mais ce sont les postes qui sont au premier niveau. Quand je parle de premier niveau, c'est surtout en termes de salaire. Et plus tu vas prendre des responsabilités, plus tu vas avoir des fonctions de direction, des fonctions de représentation. Les hommes, là, sont représentés, mais alors ça dépend des établissements et je ne veux pas faire de généralité, je n'ai absolument pas les connaissances nécessaires, mais
mais je pense qu'un bon 70%. De ton expérience, c'est 70%. Oui, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir. Et quand on présente les rapports annuels des réussites de l'année, des réussites qui ont pu être faites sur les résultats, sur la rentabilité, on a ce genre de graphiques qui sont présentés par les ressources humaines et c'est souvent ce qui ressort. Oui, tout à fait. Je sais que des actions aujourd'hui sont en cours pour davantage de représentativité des femmes au niveau des directions, pour davantage d'égalité de salaire, mais il y a encore du chemin à faire. Oui, du coup, tout le pouvoir décisionnaire est réalisé par des hommes. Donc, est-ce que ça impacte en fait, les femmes qui sont... Alors, tout le pouvoir décisionnaire, je dirais que non, puisque en fait, c'est en termes de représentativité. Parce que par exemple, aujourd'hui, de ce que je connais, la directrice générale de BNP Paribas, qui est une très grande banque française, est une femme. Il y a beaucoup de directrices générales, la mienne est une femme également, à mon niveau. Et tu as beaucoup aujourd'hui de directeurs ou directrices, mais avec des hautes fonctions qui vont représenter vraiment la banque, mais au niveau de la marque, et sont des femmes. Mais si on prend la globalité, elles sont faiblement représentées parce que tu peux avoir la DG qui est une femme, mais pour autant, après, si tout le conseil, il y a 10 hommes, eh ben, ça reste majoritairement masculin. C'est vraiment comme ça que je veux m'exprimer. C'est pas la décision ultime revient à la DG, mais tout l'entourage reste des hommes. Donc on se demande si elles n'ont pas été placées. Intéressant, ouais. Pour de l'image. Exactement. Ah ouais. Voilà. Okay. Et l'image dans le secteur bancaire est extrêmement importante. Ouais. Et alors, il y a des efforts qui sont faits, mais il y a beaucoup de progrès encore à réaliser. Ok, voilà. Merci pour cet éclairage sur la banque. Continuer sur tes limitations, du coup, si tu en as d'autres. Donc là, c'était des limitations que j'avais pu rencontrer à titre professionnel. Et après, j'aimerais en revenir sur d'autres qui sont plus personnelles. Et je trouve qu'en tant que femme, quand on s'exprime sur un sujet, qu'on donne son opinion, il m'a déjà été reproché régulièrement par des hommes qu'en fait, ma prise de parole va être soumise à l'expression de mon émotion. Et on ne va pas retenir l'argument que je vais pouvoir apporter par rapport au sujet qui m'a été proposé. On va retenir uniquement ma façon de m'exprimer avec l'émotion que je vais mettre derrière. Et ça, ce n'est pas quelque chose, du moins que j'ai pu percevoir à mon niveau, sur un homme qui va s'exprimer sur un sujet qui va peut-être le passionner ou donc qui va s'exprimer aussi avec émotion. Mais non, on va retenir ce qu'il va dire. Moi, j'ai déjà eu le contraire où, oui, Céline, elle s'exprime, mais en fait, voilà, en gros, c'est l'émotion qui parle. Ce qu'elle dit, c'est pas intéressant. L'autre limitation que j'ai pu avoir que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, de ma propre vision, je ne souhaite pas avoir d'enfant. Et quand tu t'exprimes auprès d'hommes et que tu leur dis que tu ne veux pas avoir d'enfant, j'ai déjà eu la question, mais c'est-à-dire, mais c'est que en fait tu n'as pas rencontré la bonne personne. Moi, je sais mieux que toi ce que tu ressens sur ton propre corps et ta propre vie, bien entendu. Et puis au-delà de ça, c'est mais tu veux pas avoir d'enfant, tu es seule, mais comment tu te définis en tant qu'individu ? Parce qu'une femme, finalement, elle doit être peut-être une mère, une épouse, une compagne, mais est-ce qu'elle peut vraiment exister en tant que femme, en tant qu'individu ? Et ça, là encore, c'est des questions qui vont être portées et c'est des réflexions qui vont être faites de façon non réfléchie. Ils le font pas pour blesser, ils le font parce que ça les étonne, mais c'est l'expression de ce qui a toujours été fait dans le passé, de ce qu'on peut voir dans les articles de journaux où souvent une femme va s'exprimer, elle va faire partie d'un corps politique, on va souligner soit qu'elle est l'épouse d'eux, soit qu'elle est mère d'eux, ou pourquoi pas son tailleur. C'est beaucoup plus intéressant effectivement que de son idée. Et ça, moi, je le rencontre encore régulièrement. Des interrogations sur le fait que t'aies pas envie d'être mère, en fait. C'est vraiment, exactement, voilà. Et je vis seule, donc c'est que j'ai un problème. Ouais. Voilà. Toi, comment tu le vis, ça ? J'ai appris à avoir confiance en moi au fil des années. J'ai appris à ne pas... à moins, parce qu'on a toujours des doutes, mais à moins douter sur mes propres choix, ma propre vie. Donc, quand on me pose ces questions, alors, je te dirais, ça dépend le ton. Si le ton, il est arrogant...
Je vais flemme, voilà. Très clairement, flemme. Et du coup, je vais laisser parler la personne, mais elle est convaincue de ce qu'elle dit. Je vais pas rentrer dans un échange qui sera pas constructif, qui va me fatiguer, pour au final j'ai pas la prétention de lui faire changer d'avis parce que je pense que c'est déjà ancré en lui depuis déjà bien longtemps. Après, si c'est dans un questionnement plutôt, quel choix t'ont amené à avoir cette situation-là, est-ce que tu peux m'en dire plus? Là, je serai dans un échange et donc je serai ouverte d'esprit et libre à la discussion. Chacun a le droit d'avoir ses idées. Mais si c'est quelqu'un vraiment, un homme qui veut m'imposer sa propre vision, non. Je coupe court à la conversation et ça ne me dérange absolument pas. Je ne me sens pas obligée de quoi que ce soit. De lui répondre. Ouais, tout à fait. Voire même de rester sur place. Si je Merci, veux partir, au je revoir. pars. Exactement. Voilà, ça c'est parti il y a bien longtemps. Ok, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est une question que se pose, qu'on a beaucoup quand on n'a pas d'enfant. Pourquoi, comment? Et le fait que tu dises qu'on ne peut pas être un individu si on n'est pas accompagné, c'est dur à entendre, mais c'est très vrai. C'est très vrai. Ouais, en tant que... Et c'est vraiment, là encore, une spécificité pour les femmes. Parce que pour un homme, je pense qu'un homme célibataire à 35 ans qui n'a pas d'enfant, c'est un homme qui va être carriériste, qui va jouir de liberté privée, de voyage, qui va vouloir profiter de la vie, etc. Aucun problème. Une femme qui a 35 ans, qui est célibataire et qui n'a pas d'enfant, elle a un problème. Mais tu penses que ça fait peur aux autres, cette envie de liberté en tant que Mona femme? Chollet te dirait que oui. Oui, on recommande les lectures de Mona Chollet. Tout à fait. Oui, ça peut être une forme de peur, mais là encore, je pense inconsciente, parce que ça reste une situation qui a longtemps été décriée et qui est peu commune. Le standard encore aujourd'hui dans notre société occidentale en France, c'est de construire une famille. Notre président Emmanuel Macron, il y a quelques mois, a souligné le fait que avoir des enfants était une priorité nationale. Alors c'était... Voilà, il y a déjà quelques temps, donc je me rappelle plus exactement ces paroles, mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand on est dans la réflexion de faire ses propres choix, qu'on estime qu'il y a de mieux pour nous, c'est plutôt étonnant d'avoir un président qui tient des paroles comme ça. Et pour moi, ça fait un peu retour en arrière, du moins sur des idées de libéralisation des droits des femmes. Il y a un président qui n'a pas d'enfant lui-même. Tout à fait. D'accord. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ce partage. On va rentrer dans la question un peu plus principale du podcast qui est, tu sais, le Robert, ça s'appelle Have You Met Robert? Donc pour moi, le Robert, c'est vraiment une sorte de personnification des violences faites aux femmes, que ce soit des violences un petit peu, disons, moins visibles, comme des harcèlements, comme des gestes, des paroles, etc. dans la rue, par exemple, à des choses beaucoup plus graves. Des violences sexuelles, des violences verbales, des violences financières, des violences, jusqu'au viol et jusqu'au meurtre, quoi. Il y a des féminicides. Oui, voilà. Donc pour moi, c'est ça le Robert, mais j'aimerais beaucoup entendre la tienne de définition. Et si toi, tu as déjà rencontré des Roberts, mais si tu veux bien commencer par une sorte de ce que tu penses en fait de ça. Alors c'est vrai que je pense que la définition des Roberts, elle est vraiment propre à chacune et par rapport à nos expériences. En ce qui me concerne, je verrais effectivement ça comme un individu masculin qui va tirer à son avantage tous les codes, toutes les habitudes qu'il a pu avoir qui reviennent à ses plus jeunes années sur une société qui reste quand même, pour moi, tournée vers le patriarcat. En gros, ça va être un homme qui va user, abuser de sa fonction, de son rôle d'homme, et qui va se permettre de nous expliquer à nous les femmes qu'est-ce qui est mieux pour nous. Parce que en tant qu'homme, alpha, il sait mieux que moi ce qui va être bon pour moi et pour nous. Il va donner des conseils qui vont bien évidemment aller dans son sens et il va avoir des comportements qui peuvent être déplacés, mais parce que ça va être pour notre bien. Nous-mêmes, on n'est pas capable de pouvoir agir sans avoir un homme derrière qui nous explique le chemin. Voilà, ma propre définition. Le phare dans la nuit.
C'est tout à fait ça. L'image est belle. Je suis un petit agneau perdu. J'ai besoin de mon chasseur. Ouais, c'est un peu ça. Et toi, est-ce que tu en as croisé souvent des Robert sur ton chemin de vie, justement Malheureusement, oui. J'en ai croisé souvent, que ce soit dans le milieu professionnel, à titre également personnel. Alors, je vais commencer par une expérience personnelle où je suis restée durant quelques mois avec un homme que nous appellerons A pour garder l'anonymat. Et cet homme s'est avéré, alors je l'ai pas, bien évidemment, je m'en suis pas aperçue tout de suite, mais c'est avéré violent, non physiquement, quoique, mais dans un premier temps psychologiquement. C'est-à-dire que, alors il avait des troubles personnels, des addictions comme l'alcool, qui se sont révélées à moi une fois que la relation était quand même déjà installée. Et c'était, comment dire, c'était très insidieux. Il arrivait chez moi ou dans des rendez-vous qu'on avait fixés avec des heures et des heures de retard, mais c'était pas de sa faute. Et puis quand je faisais des réflexions, parce que ça faisait 3 ou 4 heures que j'attendais, j'étais pas patiente, j'étais pas capable de me mettre à sa portée, j'étais pas capable de comprendre ce qu'il pouvait ressentir lui. Et alors, c'est sûr que maintenant, même moi quand je l'exprime, je me dis mais pourquoi je suis restée ? Mais parce que c'est une fatigue mentale permanente, parce que ça vient petit à petit, ça monte crescendo, et en fait personnellement j'étais épuisée. Donc tout ce qui pouvait me faire en réflexion, tout ce qui pouvait faire en abus, alors là j'ai cité qu'un seul exemple mais il y en a plein d'autres, à la fin j'avais même plus la possibilité de lutter. Voilà. Et puis il revenait en s'excusant, et là encore pas. Enfin, voilà, j'étais trop fatiguée pour lui expliquer que non, en fait, tu ne reviendrais pas parce que tu n'es pas bon pour moi, et je veux que tu sortes de ma vie. Et non, même ça, j'arrivais plus à le faire. Et jusqu'à des vacances qu'on a passées ensemble en Corse. Alors je l'avais quitté juste avant, suite à un anniversaire où il s'est permis de m'insulter, d'insulter des amis, parce qu'il était en état d'ébriété totale. Et donc là, j'avais réussi à le quitter. Il est revenu, il s'est excusé. Voilà, j'ai accepté. Et on est parti en vacances en Corse pour une grosse semaine de mémoire. Et ces vacances se sont extrêmement mal passées. Il m'avait promis énormément de choses qu'il n'a pas pu tenir, et dès le premier jour ça a été un cauchemar, avec des insultes, avec des propos totalement déplacés, à être rabaissé en permanence. Il dormait pas la nuit, mais parce qu'il dormait pas la nuit, donc du coup il se levait à des heures pas possibles, ce qui gâchait complètement la journée, mais je faisais là encore manque d'ouverture d'esprit parce que je n'étais pas capable de me mettre à sa portée, etc. Et jusqu'au dernier jour où en fait j'en pouvais plus, je faisais que pleurer tous les jours, et il me disait mais pourquoi t'es de mauvaise humeur, tu gâches les vacances, c'est de ta faute. Et là je me suis dit non quoi, c'est pas de ma faute, et puis et si c'est de la mienne, très bien, mais on n'est pas fait pour être ensemble quoi. Donc je lui explique que en rentrant à Lyon, nous allons nous séparer, puisque notre relation n'est pas viable, n'est pas bien. Et là, il me traite de perverse narcissique, alors que je pense qu'à mon niveau, en fait, c'était l'inverse. Mais c'était... Enfin, voilà, que de toute façon, je l'ai jamais respecté, que j'ai été totalement égoïste. Et je vois une fureur dans ses yeux que j'ai jamais vue. Mais vraiment... où il avait déjà usé d'une certaine violence physique avec moi, mais qu'il avait retourné contre lui. Donc, mais là, je me suis dit, non, il prend un couteau et il va être pour moi. Et t'as eu peur? Ouais, j'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur, vraiment, mais vraiment. J'ai eu peur parce que on était dans une résidence top à Porto Vecchio, et vraiment, il prend ce couteau et il me menace. Je dirais pas les paroles parce que je m'en rappelle plus exactement, mais voilà, c'est des menaces. Et là, je me dis, ok, en fait, ma vie va s'achever sur cette île paradisiaque qu'est la Corse, en présence d'une personne tout à fait malveillante. Et du coup, je sais pas,
je sais pas comment dire parce que ça se passe extrêmement vite, mais je me mets, mon cerveau déclenche une sorte de mode, le mode survie. Instinct de survie. Exactement. Et donc je présente mes excuses, je dis qu'effectivement je suis folle, que c'est de ma faute, que je l'ai pas respecté, que j'ai pas été à la hauteur. Et en fait je dis tout ce qu'il attendait que je dise. Et pour tout de suite, je vois. bah oui, complètement. Enfin, je veux dire, après, s'il faut renier son honneur, pour survivre, sûr, tu le fais, tu te poses même pas la question. C'est clair. Et là, je vois son regard s'apaiser. Et du coup, il me prend dans ses bras, etc. Et du coup, il m'explique qu'il me pardonne, magnanime. Voilà. Merci. Ah bah bien sûr. Et que dans sa bonté généreuse, voilà, il va me récupérer, bien évidemment. Et après, du coup, c'est le moment d'aller se coucher. Et là, c'est atroce parce que forcément, dans sa tête, qui dit réconciliation dit acte sexuel. Oh là là. Bien évidemment, je n'étais absolument pas prête à ça et je n'en voulais pas. Et à l'idée même d'y penser, je pense que j'aurais pu vomir. Et sauf que donc je le repousse. En lui expliquant que non, que la journée a été difficile, que les vacances ont été difficiles, que la soirée l'a été également. Obligé de me justifier pour un an. Oui. Là déjà, il y a un problème, mais voilà. Et que non, je n'ai pas envie. Et là, il se rénerve de nouveau en m'expliquant que de toute façon, je suis une menteuse, que si je veux pas coucher avec lui, c'est parce que je suis qu'une garce qui le manipule. Et de nouveau, il rentre avec cette colère. Ouais, cette colère et je revois de nouveau son regard changer. Enfin, c'est vraiment ce regard-là que j'ai perçu et qui m'a fait paniquer. Et du coup, là encore, je me dis, ok, c'est parti. Donc, je me suis laissée faire. Et alors, pour ma part, cette expérience, qui est un viol, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est en discutant avec une amie où voilà, elle m'a fait ouvrir les yeux et voilà, où je me suis rendu compte qu'effectivement, c'en était un. Et j'ai mon esprit, qui là encore pour survivre, est sorti totalement de mon corps. Je sais pas combien de temps ça a duré, je m'en rappelle pas. Beaucoup trop longtemps. J'étais un cadavre. J'étais un... Et voilà. Et ça s'est terminé. Mon esprit est retourné légèrement dans mon corps. Et après, je me suis enfermée dans la salle de bain. J'ai pris une douche bouillante pendant des minutes et des minutes et des minutes et des minutes pour me laver et pour essayer de faire revenir mon esprit dans mon corps. Et je me rappelle, il frappait à la porte. Qu'est-ce que tu fais machin. Donc je lui ai expliqué que je prends ma douche. Donc j'ai réussi à rester le temps que je voulais dans la salle de bain. Et après, je suis sortie et il s'est endormi en me prenant dans ses bras. Et j'avais envie de vomir. C'était horrible. Et le lendemain, on est rentré en France. Enfin, en France, d'accord, c'est en France, mais on est rentré dans l'Hexagone. Et j'ai récupéré ma voiture chez lui, puisque j'avais laissé ma voiture chez lui. Je suis rentrée chez moi. Je l'ai quitté, bien évidemment. Il m'a harcelée pendant des mois et des mois. Et j'ai déménagé. À cause de lui. T'es partie, t'as fui. Ouais, j'ai eu une opportunité professionnelle qui s'est présentée. Je vais essayer d'être la plus objective possible. J'ai eu une opportunité professionnelle qui s'est présentée. Je l'ai saisie. Mais je n'aurais pas recherché si je pense qu'il n'avait pas été là. Parce qu'il venait chez moi. Il est venu dans mon lieu professionnel. Il est venu chez moi. Il m'espionnait, je le sais, parce qu'il m'écrivait. Et puis, c'était des menaces écrites de plus en plus graves. Et voilà. Et ouais, je pense que pour retrouver une quiétude, parce que j'ai dormi avec un couteau sous mon oreiller pendant des mois, pour retrouver une sorte de quiétude, voilà, je voulais fuir. Et c'est vrai que pendant la période de harcèlement, je ne suis pas allée voir la police ou la gendarmerie. Parce que c'était tellement... En fait, j'y suis pas allée je ne me suis pas présentée auprès des autorités par peur de lui. Je n'y suis pas allée parce que j'étais épuisée. Et devoir de nouveau raconter mon histoire, peut-être avoir une confrontation, enfin peu importe, parce que je sais qu'il y a très peu de cas qui finissent par de vraies condamnations. Et j'allais me lancer dans une procédure qui allait me demander tellement d'efforts et je venais enfin d'en sortir. Même s'il me harcelait, mais je veux dire, je l'avais plus dans mon quotidien. J'ai voulu me protéger et c'est pour ça que j'y suis pas allée.
je ne dis pas que j'ai eu raison, hein, je pense même que j'ai eu tort, mais voilà, c'était vraiment pour me protéger que j'y suis pas allée parce que ça allait me demander trop d'efforts et que j'en étais pas capable. J'étais trop épuisée. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans ton cas qui ont vécu cette situation d'épuisement mental, épuisement physique suite à des violences et qui n'osent pas porter plainte. Et on comprend vraiment, surtout avec l'accueil que peut faire la police parfois auprès de ces personnes-là. Un accueil qui peut être froid, qui peut être jugeant, dégradant, etc. Et finalement... Puis avec une remise en question de la parole, après, nous sommes victimes, mais ça reste des autorités qui sont là pour j'imagine, je sais pas, après c'est pas mon métier, mais qui posent des questions pour tester, pour voir la légitimité des propos, pour voir jusqu'à quel point notre discours est identique malgré des répétitions et des répétitions et des répétitions. Et après, c'est probablement leur rôle, mais en tant que victime, c'est dur. C'est dur. Et même la remise en question, après tout ce qu'on a vécu, est dur. Et j'en étais pas capable. Et aujourd'hui, tu penses que tu porterais plainte ? A posteriori, par rapport à cette histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, non. Non, ça m'a jamais retraversé l'esprit. Je suis passée à autre chose. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je dis que je suis passée à autre chose dans le sens où je fais plus de cauchemars. Les cauchemars vont durer au moins 2 ans, je pense. Je n'ai plus de peur ou d'appréhension si je dois rencontrer un homme, mais pour autant, je suis célibataire. Ouais, pendant longtemps. Voilà. T'as Et pas eu donc, envie. j'ai rencontré d'autres hommes depuis, mais je n'ai pas eu de relation où j'ai été investie émotionnellement depuis. Donc en fait, je dis que, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui reste ancré, mais je n'y pense. Là, je raconte cette histoire parce qu'on est dans le cadre du podcast et je pense que c'est important de savoir que qu'on n'est pas seul. Enfin, qu'il y a d'autres femmes qui ont connu les mêmes choses et de créer un peu, cette force féminine qui peut, j'espère, aider d'autres femmes. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai derrière moi et dont j'ai tourné la page. Et justement, tu voudrais dire quoi à ces femmes qui ont vécu ou qui vivent aujourd'hui la même chose que toi ? De ne jamais se remettre en cause, qu'elles sont les victimes, que les bourreaux vont essayer de leur faire penser l'inverse, mais que ce n'est pas le cas, qu'elles ne doivent pas douter de ce qu'elles sont, qu'elles ne doivent pas rester seules. Alors c'est vrai que je ne suis pas personnellement allée voir les autorités compétentes, mais j'ai été entourée de mes amis qui ont été présents pour moi, qui m'ont soutenue, de ma famille, que je suis allée voir. Enfin voilà. Donc ça a été des individus, pas des individus, mais tous ces éléments-là combinés m'ont permis vraiment de me reconstruire. Alors ça a pris du temps, mais m'ont permis de me reconstruire et d'être la femme que je suis aujourd'hui. Mais vraiment d'en parler, de pas rester seule. Et puis si elles peuvent témoigner auprès des autorités, qu'elles foncent. Si elles se sentent le courage de le faire. C'est ça, exactement. Et la force, je comprends que ce soit difficile. Ça l'a été pour moi, je n'y suis pas allée. Mais en tout cas, il faut pas en avoir honte. On a été et nous sommes des victimes. Et c'est aux hommes de devoir payer le prix pour ce qu'ils ont fait. Et plus la parole des femmes se libérera sur le sujet, moins les hommes pourront agir en toute impunité, que ce soit pour des violences qui soient physiques ou psychologiques. Et c'est vraiment, je pense, par les actes et les paroles des femmes, se prendre en main nous-mêmes, qu'on arrivera à changer les choses. Parce que l'État, les autorités agissent à leur niveau. Pour autant, là encore, la représentation est majoritairement masculine. Donc voilà. Ouais, ils n'ont pas vécu, souvent pas vécu les mêmes choses. C'est ça. Et là-dessus, il faut. Je pense qu'on peut compter que sur la voix du peuple et la voix des femmes. Ouais, d'où ce podcast aussi. Tout à fait. Donc merci d'avoir témoigné par rapport à ça. J'ai une question par rapport à ton Robert, du coup, pour vite en finir avec lui. J'ai pas envie de trop passer de temps non plus encore sur lui, mais est-ce que tu penses qu'il s'est rendu compte de l'impact qu'il a eu sur toi ? Qui s'est rendu compte de l'impact, j'imagine que oui. D'accord. Étant donné que je lui ai expliqué. C'est pendant qu'on était ensemble, pendant la période de harcèlement qui a duré des mois et des mois après notre séparation, je lui ai expliqué à de nombreuses reprises que ce qu'il faisait, c'était pas bien.
Est-ce qu'il a fait preuve d'empathie en se mettant à ma place? Pas sûr. Mais il avait conscience de ce qu'il fait. Ça aurait été compliqué d'en avoir pas conscience puisque je lui ai répété et répété. Est-ce qu'il le faisait volontairement? Bah, c'était quand même pas involontaire. Ouais, en fait, c'est... Ouais, est-ce qu'il a fait ça parce que, en fait, quand je dis volontairement, c'est est-ce qu'il a fait ça parce que lui-même était mal dans sa peau et qu'en fait, il n'était pas capable de comprendre où était le bien, où était le mal, ou est-ce qu'il a fait ça vraiment pour me détruire? Là, je sais pas. Ouais, ok, voilà, je comprends la c'est réponse. la nuance que je veux apporter. Et il avait conscience de ce qu'il faisait parce qu'il s'excusait, en fait, en permanence. Ah bah, excuse-moi, je sais que je suis allée trop loin. Pour autant, il répétait et il amplifiait après ses actes et ses paroles. Donc, il en avait conscience. Mais ce qu'il a fait, voilà, vraiment pour me détruire ou juste parce que lui-même était complètement perdu, détruit, mal dans sa peau et il reproduisait peut-être quelque chose qu'il avait lui-même subi. Enfin, je sais pas. Ouais, après, on n'est pas là pour leur trouver des excuses, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir de ce qui se passe dans sa tête, en fait, et se dire, en fait, je fais ça à ma copine, et en fait, il n'y a aucun problème, tu vois. Enfin... Ouais, mais en fait, il me répétait tout le temps qu'il m'aimait, et je lui disais, mais tu peux pas m'aimer parce que tu ne peux pas aimer une personne si tu ne t'aimes déjà pas toi-même. Et il s'aimait pas, ça j'en suis persuadée. Donc premier point. Et deuxième point, je disais, mais c'est pas de l'amour. Ta façon d'aimer est tellement égoïste que ce que tu veux, c'est m'emprisonner, me posséder, mais absolument pas m'aimer. Ouais, mais voilà, après, j'ai pas les... Comme c'est moi-même qui l'ai vécu, je suis pas en mesure, là, pour le coup, d'avoir la hauteur nécessaire pour arriver à examiner son comportement. Non, je comprends, ouais. Voilà. Non. Bon, en tout cas, ouais. Et non, je ne trouve pas d'excuses. Non, il bien en a sûr aucune. Que non, voilà, aucune excuse. Là, avec le recul, j'arrive à avoir ces propos-là, mais il n'a aucune excuse. Et ce qu'il a fait est inadmissible. Ouais. Et tous les Robert qui agissent de la sorte n'ont aucune excuse. Aucune. Envers. Aucune. Ouais. Voilà. Détruire une personne, ça n'est pas justifié et pas justifiable. Consciemment ou inconsciemment, c'est tout à fait. C'est sûr que. Donc ouais, ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça aidera d'autres femmes à libérer leurs paroles et à en parler autour d'elles, à dire que voilà, quand ça va pas, et si elles n'ont pas la force, de se faire aider, surtout. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis c'est aussi rassurant de savoir qu'on peut être écouté sans être jugé et juste être écouté. Ouais. Et mais là encore, c'est toi, enfin, alors t'es mon amie, on se connaît depuis des années, mais tu es une femme. Et est-ce qu'un homme serait capable d'écouter sans juger? On espère. Ça, c'est mon propre avis. J'espère avoir tort, effectivement, mais là encore, c'est rare. C'est rare. Mais du coup, ça m'amène à la prochaine question qui va essayer de mettre un peu en lumière. Si toi, tu vois des avancées un peu positives dans la société, des choses, des tendances que tu vois concrètement autour de toi, dans ton quotidien, dans ta vie pro, est-ce que tu vois des améliorations pour la vie des femmes, en tout cas vers une tendance vers l'égalité des sexes? Alors, je pense qu'il y a un événement majeur pour cette année 2024 qui s'est déroulé au mois de février, c'est l'adoption de la loi qui vise à inscrire dans la Constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG. Et le fait que ça soit intégré à la Constitution, je pense que c'est quelque chose de majeur pour le droit des femmes, et je le salue. Sur cette avancée qui a été faite par l'Assemblée nationale, le Sénat, et pour moi c'est vraiment un caractère fondamental pour nous, sachant que, alors je suis loin d'être une experte sur le sujet, mais je sais qu'encore aux États-Unis, dans certains États, c'est quelque chose qui n'est pas acquis, ou dans les États où ça a pu être mis en place, qui est remis en question, et que ce soit mis, nous, en France, dans notre Constitution, ça arrive peut-être trop tard, mais en tout cas, ça a été fait, et je le salue. À titre plus personnel, dans mon quotidien, dans mon entreprise, la parité, l'égalité des chances, la politique salariale en faveur, là encore, de l'égalité homme-femme, c'est un sujet qui est récurrent, qui est régulier, qui est répété, qui est amené par nos dirigeants, qui sont des hommes, mais voilà, mais pour autant qui est présent. Et des actions sont faites, sont réalisées, des avancées majeures ont été réalisées également. J'en suis un exemple, et je trouve ça bien. Quand tu dis que c'est un exemple, c'est-à-dire? J'ai pu réaliser un parcours de formation qui est
qui était encore il y a quelques années réservé majoritairement à des hommes parce que c'est pour des fonctions d'encadrement. Et aujourd'hui, la parité est demandée. Les femmes ont les mêmes chances que les hommes et l'égalité de salaire est à l'issue. C'est quelque chose qui est imposé. Et donc, certains y verront comme des mesures coercitives. Moi, j'y vois comme une avancée sociale. Voilà. La parité exigée, bah oui, effectivement, c'est peut-être qu'à compétences égales, des femmes iront, comme la parité est demandée, voilà, il faut autant de femmes que d'hommes. Il y a peut-être des hommes à compétences égales qui devront attendre un petit peu. Moi, je vois ça comme une avancée sociale. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont attendu depuis très très longtemps. Exactement. Ils peuvent attendre un peu. Et voilà. Et s'il faut en passer par là aujourd'hui pour avoir l'égalité, on en passera par là. Voilà, je trouve, et je ne citerai pas mon employeur, mais pour autant je le félicite parce que je sais pas si c'est le cas partout, mais que ça soit assumé et promu au sein de l'entreprise à ce niveau. Je suis fière de faire partie de cette entreprise là aujourd'hui. Voilà. Non. Merci à cette entreprise de... Oui, c'est un peu ridicule de répéter entreprise que je cite pas le nom, mais voilà, je sais pas jusqu'où je peux être libre à ce sujet et je préfère pas, bien sûr. Même si c'est quelque chose de flatteur pour autant, mais voilà, c'est pour ça que En tout cas, c'est une banque connue. Oui, c'est une banque très connue en France. Voilà. Écoute, si tu n'as pas d'autres points par rapport à ça, je te propose qu'on passe à la dernière question du podcast. Très bien. Qui est, si tu avais un Robert à côté de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Alors, on est dans une société non violente, bien sûr, donc les claques sont interdites. Non, mais ce que je voudrais lui dire, c'est tout simplement de comprendre qu'en tant qu'homme, et moi en tant que femme, qu'il n'est pas mieux placé que moi pour savoir ce que je veux, ce que je dois faire de mon corps, de ma vie, de mon avenir et de mes aspirations. Qu'on est tous différents, qu'on a tous notre propre passé, notre propre expérience et qui reste à sa place, vraiment. Voilà, qui reste à sa place. Et puis également, je pense que les expériences que j'ai pu citer, qui m'ont bouleversée, qui m'ont parfois traumatisée, n'auraient jamais eu lieu si ils avaient agi avec respect. Donc respectez les femmes qui vous entourent, respectez leurs choix. Vous avez le droit d'être pas d'accord. Pour le coup, chacun a le droit d'avoir ses idées et ses pensées, mais arrêtez de vouloir imposer votre propre vision aux femmes qui vous entourent. Et voilà, et Aretha Franklin le disait déjà dans sa chanson Respect. Et c'était en 1967, on dit que ça n'a pas beaucoup changé depuis. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais voilà. Il faut laisser les femmes vivre comme elles le veulent, avec leurs propres paroles et leur propre corps. Donc Robert, si tu nous entends, un peu de respect en vrai. Respecte-moi, respecte-nous. Écoute, arrête. Voilà. Ouais, écoute, merci beaucoup Céline pour ce témoignage. Je sais que c'est pas évident de raconter des histoires très personnelles ou même pro, donc je te remercie du fond du cœur d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir écouté pendant ces minutes et ça a été un plaisir d'être interviewée par toi et je te félicite et te remercie pour ce que tu réalises. Ça te demande du temps, ça te demande de l'investissement et je trouve que donner la parole à des femmes qui ont chacune leur propre passé est extrêmement important et donc bravo pour ce que tu fais et prendre le temps de le faire. Ouais, c'est important de parler un peu de plein de récits de vie qui sont authentiques, qui peuvent résonner avec d'autres personnes. J'espère que ça... Voilà. À mon petit niveau, j'espère que ça aidera d'autres femmes, en tout cas d'autres hommes. Peut-être aussi, oui, bien sûr. J'espère. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ça me fait vraiment super chaud au cœur. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram sur le compte Have You Met Robert pour découvrir tous les nouveaux épisodes qui vont sortir et surtout pour me contacter directement si vous avez envie pour participer au podcast, raconter vos histoires, vos récits
C'est avec vos témoignages que le podcast se fait. Je serais ravie de vous interviewer. Je pense que toutes les histoires sont importantes à raconter. N'hésitez pas, je répondrai à tous vos messages. Je vous remercie encore pour votre écoute et à très vite.